Alors, merci beaucoup à vous qui êtes là, d'être présents, soit sur le webinaire, soit sur, sur Facebook. Et donc, on est là ensemble pour 30 minutes. Pendant les 15 premières minutes, je vous propose de réfléchir au rôle du jeu dans l'accompagnement des enfants qui ont vécu un psychotraumatisme. Et ensuite, nous aurons un temps de questions. Avant toute chose, je vais me présenter très rapidement. Je suis Lise Natanson et je suis psychologue clinicienne, formatrice. Je travaille avec plusieurs approches, dont la méthode RE, Relationship Enhancement, qui veut dire littéralement embellissement de la relation, et qui est une approche qu'on utilise principalement avec les couples, mais pas que. Et donc, en plus de cette approche, je suis formée, je travaille avec la thérapie par le jeu non directif dont on va parler aujourd'hui. Ces deux approches sont développées par l'Institut francophone de la relation, IFRE. Et donc, c'est IFRE qui initie ces webinaires et ces lives. Et je suis heureuse, honorée de donner le coup d'envoi de cette série. Donc, ça sera chaque premier mardi de chaque mois. Donc pendant ce temps, vous pouvez poser vos questions par écrit, donc dans le chat, aussi bien sur le webinaire que sur Facebook. Et donc Jade et Lisa, que je remercie beaucoup, vont collecter vos questions et à la fin de mon petit exposé, eh bien, elles vont me transférer vos questions et j'essaierai d'y répondre au mieux. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est le jeu, un outil précieux pour libérer l'enfant d'un psychotraumatisme. Et je continue en même temps d'admettre des personnes sur le webinaire. Donc je reprends le thème, c'est le jeu, un outil précieux pour libérer l'enfant d'un psychotraumatisme. Et en fait, j'aurais pu mettre un point d'interrogation parce qu'on peut se poser la question de est-ce que vraiment c'est un outil même formidable qu'on sort de sa boîte à outils de thérapeute, ou bien est-ce que c'est déjà une force qui est présente chez l'enfant et que nous avons, nous adultes et thérapeutes peut-être, à surtout ne pas bloquer d'abord et à accueillir. Alors avant de répondre à la question, je voudrais vous partager un petit bout d'histoire. Et je voudrais vous parler, j'ai changé le prénom, voilà, de Kumba, qui est une enfant de 7 ans. Et Kumba, quand elle arrive à mon cabinet, elle a perdu sa maman déjà il y a quelques années quand elle avait 3 ans. Et tout récemment, elle a perdu son parrain qui lui était très cher. Et quand elle arrive dans mon cabinet, systématiquement, elle se cache derrière la porte d'entrée et elle disparaît quelques secondes. Puis, elle réapparaît d'un coup avec un petit sourire. Et par la suite, au cours de la séance, c'est assez fréquent qu'elle me demande à moi de me cacher. Et donc, je me cache, et puis elle me cherche, et puis elle me trouve. Et là, triomphante, elle me lance « Hé, hé, je t'ai trouvé !» Voilà, moi juste, pendant ce temps, quand elle arrive, je reflète et puis je peux lui dire quelque chose comme et tu disparais, et tu réapparais, et ça t'amuse. » Et parfois, quand elle me demande à moi de me cacher ensuite, je peux lui dire « et tu aimes me trouver, tu te sens victorieuse ?» Voilà, tout simplement. Vous voyez, donc pas d'interprétation, juste une description de son action et un petit brin d'empathie en plus. Parce que en fait, dans la thérapie par le jeu non directif que je pratique et que nous sommes un certain nombre à pratiquer, je laisse l'enfant prendre le lead. C'est l'enfant qui sait profondément ce qu'il a besoin à la fois d'exprimer et aussi de réparer. Et pour le thérapeute, c'est une chance, une aubaine à saisir. Kumba a vécu ce qu'on appelle un psychotraumatisme. Et même ici, on peut dire un double psychotraumatisme, puisqu'elle a perdu et sa maman et son parrain.
Alors, je voudrais juste clarifier pour vous, peut-être que c'est très clair, mais c'est pas toujours très clair pour tout le monde. Qu'est-ce qu'un psychotraumatisme? Parce que souvent, on confond avec le trauma. Alors, un trauma, c'est un événement soudain et choquant. Trauma, ça vient du grec d'ailleurs, ça veut dire blessure. Donc, c'est l'événement lui-même, l'accident, par exemple, une agression, oui, du racket pour un enfant, etc. Et le psychotraumatisme, c'est ce qu'il y a après. Ce sont les répercussions psychologiques, mais aussi corporelles, émotionnelles, comportementales, quand l'événement n'a pas pu être digéré par l'enfant et qui continue de l'habiter, habiter son corps, habiter son cerveau. Pour combattre, en fait, dans l'exemple que je vous ai donné, le trauma, ce sont d'abord ce sont les pertes brutales de sa mère et de son parrain. Et le psychotraumatisme, ce sont les symptômes qui ont suivi et qui perturbaient sa vie. Par exemple, des terreurs nocturnes, la phobie de l'hôpital, les difficultés de concentration à l'école, parce qu'elle était décrite par sa maîtresse comme une enfant extrêmement rêveuse, qui avait du mal à se concentrer, et aussi des maux de ventre assez fréquents. Voilà. Alors, vous voyez que dans la définition du psychotraumatisme, je vous ai parlé de la psyché, des émotions, des répercussions psychiques, mais j'ai commencé à parler du corps. Parce que dans le psychotraumatisme, le système nerveux autonome et le corps, plus largement, sont très largement impliqués. Selon Bruce Perry, qui est un des médecins américains qui s'intéresse énormément au trauma et au jeu, les expériences traumatiques, elles provoquent des altérations dans les principaux réseaux du cerveau. En tout cas, ceux qui sont liés au stress. Et en fait, ces réseaux neuronaux, que nous avons tous, partent du tronc cérébral jusqu'au cortex, en passant par le système limbique. Vous voyez, je fais un mouvement très approximatif, mais c'est pour vous dire que, en fait, ça va du bas vers le haut, du tronc cérébral jusqu'au néocortex. Et donc, en fait, si on veut traiter le psychotraumatisme, si on veut tenter de guérir une personne, il est nécessaire d'atteindre toutes ces zones, et pas juste le cortex cérébral. Donc, on comprend que les thérapies, et on le sait maintenant, que les thérapies qui sont uniquement verbales, qui reposent juste sur le verbe, sur le mot, sur le fait de parler, elles peuvent être soutenantes, mais elles ne vont pas être souvent suffisantes pour aider une personne à guérir d'un psychotraumatisme. Chez les enfants, maintenant, il y a, depuis quelques dizaines d'années, des approches diverses qui se sont développées, comme l'hypnose, la respiration holotropique, le MDR, bien sûr aussi, l'IFS, Internal Family System, etc. Bref, des approches qui incluent aussi le corps. Et la chance avec les enfants, c'est qu'on a le jeu, parce que les enfants jouent naturellement. Le jeu est vraiment leur langage privilégié. Or, ce qui est vraiment magique, ce qui est formidable, c'est que le jeu, quand un enfant joue, il active toutes les zones de son cerveau. Depuis la sensorialité, donc, qui est régie surtout par le tronc cérébral, jusqu'à la capacité de créer un récit. Et donc, c'est ça qui en fait un langage si puissant pour guérir. J'aime bien une citation de Bruce Perry que je vais vous lire, qui écrit que la beauté du jeu réside dans le fait qu'il engage les systèmes sensoriels, moteurs, émotionnels et cognitifs de manière contrôlable, prévisible et modérée. Alors, je vous ai parlé là du système nerveux, mais plus généralement, tout le corps de l'enfant, dans un psychotraumatisme, est atteint. Et donc, on peut se poser la question de quels sont les effets du stress, du stress qu'on appelle dépassé, sur le corps de l'enfant. Alors, dans le psychotraumatisme, on sait quand il y a un état de stress massif, le corps de l'enfant, il peut être, comme chez les adultes, figé. On parle de freeze, de gel du corps,
ou bien il peut être au contraire extrêmement agité, hyperactif. L'intérêt du jeu, c'est que quel que soit l'état de l'enfant, qu'il soit hyperactivé dans son système nerveux ou hypoactivé, c'est-à-dire le freeze dans son système nerveux, eh bien, quel que soit, donc je disais, pardon, je vois qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il est dans la salle d'attente, quel que soit l'état de son système nerveux, le jeu va contribuer à le réguler. Voilà, donc quand le corps de l'enfant est immobilisé, le jeu va le remettre en mouvement. Et quand le système nerveux de l'enfant est plutôt en mode hyperactivation, alors, c'est-à-dire avec la branche sympathique, pour ceux qui connaissent un peu la théorie polyvagale, la branche sympathique qui est activée, par exemple un enfant qui bouge dans tous les sens, qui jette les jouets, et qui n'arrive pas à tenir en place, alors là aussi, pour lui, l'expérience d'être dans un lieu sécure, prévisible, avec un adulte sécurisant, empathique, et qui s'y mette aussi des limites de protection pour cet enfant, tout ça, ça va lui permettre de se réguler. En tout cas, ça va permettre à son système nerveux autonome de se réguler, de se calmer. Alors, comment ça fonctionne concrètement si on observe l'activité cérébrale d'un enfant qui est absorbé dans le jeu? Je trouve que c'est très passionnant parce que on constate, il y a des articles et beaucoup de recherches, en tout cas des recherches de plus en plus nombreuses, montrent que quand l'enfant est plongé dans un jeu, eh bien, il émet des ondes alpha qui sont des ondes propres à l'état de relaxation légère, et aussi des ondes θ qui sont, elles, liées à une relaxation plus profonde et à de la créativité. Il y a même aussi, je crois, des ondes gamma qui peuvent être émises par le cerveau au moment d'insight, de prise de conscience importante. Un autre chercheur que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Dr Stuart Brown, qui parle beaucoup du jeu sous toutes ses formes, il appelle ça l'état de jeu. En fait, c'est un état de conscience élargie, une sorte de transe douce et naturelle. Et ce qu'il y a à comprendre, je trouve, c'est que cet état de jeu, cet état de transe qu'on peut appeler ludique, qui est très douce, très naturelle, elle a un pouvoir extraordinaire, c'est de rendre le cerveau plus plastique. C'est-à-dire, vous savez, on parle beaucoup depuis quelques années de la neuroplasticité du cerveau, et donc ça veut dire que les connexions neuronales peuvent se remodeler ou peuvent se renforcer chez l'enfant. Donc quand il est dans cet état de détente créative, en train de jouer, notamment dans le jeu imaginaire, mais aussi dans le jeu d'expression, par exemple s'il est en train de peindre ou de créer avec de l'argile un personnage, par exemple, il va pouvoir revisiter son vécu traumatique, mais en sécurité, et utiliser ses ressources internes pour se réparer. J'espère que je suis à peu près claire dans mes explications. Alors, je voudrais maintenant, pour finir, vous parler de ce qu'Alice Miller appelle le témoin éclairé, ou le témoin lucide et secourable, selon les traductions. Parce que certains parmi vous le savent sûrement, font l'expérience, quand un enfant a été traumatisé, quand il a vécu des traumatismes et qu'il a un psychotraumatisme, il adopte parfois un type de jeu qu'on appelle d'ailleurs le jeu traumatique et qu'on reconnaît parce que il est compulsif, c'est-à-dire l'enfant ne peut pas s'empêcher de le faire, il est répétitif et c'est souvent les parents, les éducateurs qui le constatent, parce que ça peut être bien sûr à la maison, et il est dénué de joie, c'est-à-dire il a plutôt une charge même très, très anxieuse. Et parfois ces enfants jouent et à la fin du jeu ils sont encore plus anxieux qu'au début. Moi je me souviens, et ça m'avait vraiment frappée, quand je travaillais il y a une dizaine d'années dans des institutions qui recevaient des
des mamans et des enfants victimes de violences conjugales. J'ai le souvenir de deux frères qui étaient tout jeunes, qui devaient avoir 3 ans et 4 ans. Et l'aîné jouait à poursuivre le plus petit avec un couteau, qui était évidemment un faux couteau. Mais en fait, c'était une scène à laquelle ils avaient vraiment assisté, puisque leur père avait poursuivi leur mère avec un couteau dans la cuisine. Mais c'était voilà, un jeu répétitif, c'était toujours l'aîné qui poursuivait le plus jeune avec un couteau. Et évidemment, ce jeu les apaisait pas du tout, évidemment pas le petit, mais pas non plus l'aîné. Et c'est là qu'intervient la nécessité qu'il y ait un adulte. Donc cet adulte que Alice Miller appelait le témoin éclairé, témoin lucide et secourable. Et pour Alice Miller, le témoin éclairé, c'est une personne qui peut entendre la souffrance de l'enfant sans minimiser la violence subie, sans minimiser, sans nier même les maltraitances si l'enfant en subit. C'est un adulte empathique et qui sait faire preuve de discernement. C'est pas nécessairement pour Alice Miller un psychologue, un psychothérapeute, un psychopraticien. Ça peut être aussi un enseignant, ça peut être un parent, un voisin, un parrain, etc. Dans le psychotraumatisme, une chose qui est terrible, c'est que en fait, souvent, il y a la violence de l'événement lui-même, évidemment, du trauma. Il y a l'histoire même courte de l'enfant, parce que tous les enfants ne réagissent pas de la même façon au même événement traumatique. Mais il y a aussi la question de est-ce que l'enfant, il a été simplement soutenu? Est-ce qu'au moment du trauma et juste après, il y a eu un adulte, un témoin lucide, pour reprendre l'expression d'Alice Miller, qui a pu être là, qui a pu le croire, qui a pu le contenir et qui a pu le prendre au sérieux et être empathique avec lui. Parce que souvent, c'est la double punition, c'est-à-dire qu'un enfant va vivre un trauma et en plus, il va être seul, voire on va ne pas le croire, voire même, dans certains cas, on peut le punir pour ce qu'il raconte. C'est vraiment un élément, je trouve, majeur à comprendre, c'est que ce qui va transformer un trauma en psychotraumatisme, souvent, c'est la solitude de l'enfant. Je parlais de double peine, parce que oui, c'est une double peine, c'est-à-dire que l'enfant, il n'a pas été cru, il n'a pas été soutenu, en plus du trauma, et donc il va souvent, à ce moment-là, développer un psychotraumatisme. Alors, il y a certains cas où vraiment l'enfant, si on voit que l'enfant va très mal, qu'il est extrêmement replié, extrêmement violent, agressif, que ses symptômes persistent, et notamment s'il a vécu des violences sexuelles qui sont d'une extrême gravité pour le développement de l'enfant. Alors, il est conseillé vraiment d'aller d'aller consulter un psy, que ce soit un psychologue, un psychopraticien, mais formé au psychotraumatisme, et donc avec une approche qui ne sera pas juste uniquement verbale, par exemple, la thérapie par le jeu non directive. En ce moment, jusqu'à présent, donc, il y a peu de thérapeutes qui utilisent la thérapie non directive, mais elle commence à se développer et IFRE n'est pas étranger puisque IFRE développe depuis 2019 des formations pour les praticiens qui veulent se former, qui veulent travailler avec les enfants avec cet outil merveilleux qui est la thérapie par le jeu non directive. Donc voilà, sur le site d'IFRE, mais je pense qu'on vous mettra les références dans le chat, il y a, donc on peut trouver à la fois des thérapeutes qui travaillent avec la thérapie par le jeu non directive et on peut trouver aussi les formations. Les prochaines sessions auront lieu en mars et en septembre prochain pour vous donner une idée. Donc, il y a régulièrement des formations à la thérapie par le jeu non directive, plutôt à destination des psychologues et psychopraticiens et pédopsychiatres. Voilà. Alors, je voudrais peut-être finir rapidement. Il y a encore des personnes qui rentrent sur le webinaire, donc je voudrais finir peut-être comme j'ai commencé avec une petite histoire très rapide. Et je voudrais vous parler de Mario,
là aussi j'ai changé le prénom, évidemment, qui a 9 ans et qui est venu me voir parce qu'il avait été racketé et était témoin de graves violences aussi dans la cité où il habitait. Et d'emblée, donc, moi, je dis aux enfants ce qu'on m'a confié, en tout cas dans les grandes lignes, sans rentrer dans les détails. Mais donc, je lui ai dit que j'étais au courant de ce qu'il avait vécu et que ça avait dû être très dur pour lui et qu'il pouvait m'en parler s'il le souhaitait. Et Mario m'a tout de suite dit qu'il ne souhaitait pas en parler parce qu'il avait vraiment peur de faire des cauchemars après. Sans transition, il se lève, il rassemble des petits animaux que j'ai dans mon cabinet et il simule une bataille entre un chien qui est seul et une meute de chiens. Et puis, c'est un peu le carnage. Et à la dernière seconde, il fait intervenir un dinosaure et le dinosaure les met KO et les repousse. J'ai pas vraiment eu le temps de parler, mais en tout cas, là, dans ce cas, j'ai vraiment été le témoin lucide, en tout cas j'espère, qui a servi de contenant juste à sa souffrance. Si on se fie au modèle polyvagal, que peut-être vous connaissez, de Porges, on peut dire que j'ai joué le rôle de co-régulateur. J'ai assuré la co-régulation pour cet enfant, c'est-à-dire que je lui ai permis de se réguler en étant moi-même stable et régulée. Après, c'était fini, il a mis les petites figurines de côté et puis il est passé à une autre activité. Donc ce que je trouve formidable, c'est que c'est lui qui a trouvé une solution à son problème, en tout cas une solution symbolique dans ce jeu imaginaire. Voilà, donc pour conclure, avant de répondre à vos questions, je voudrais dire que vous avez compris que pour moi le jeu est plus qu'un simple outil ou même, voilà, c'est une vraie aubaine, une vraie chance pour l'enfant lui-même parce que le jeu c'est son langage, donc c'est lui-même qui a ses ressources intérieures pour se guérir. Et nous, en tant qu'adultes, nous avons la chance d'être invités dans son monde intérieur en étant les témoins lucides et secourables qui vont l'aider à guérir. Et dans le cas de grosses souffrances, dans le cadre donc le cadre de la thérapie par le jeu non directive, eh bien, ce qui est à espérer, c'est que cette aubaine se transforme vraiment en chemin de résilience pour l'enfant. En tout cas, c'est ce que moi, j'essaye de faire et toutes les personnes qui pratiquent la thérapie par le jeu non directive. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Et maintenant, je vais regarder s'il y a des questions. Alors, comment voir les questions sur le chat? Je vais aller sur le chat. Alors, je ne vois pas les questions. Alors là, j'appelle au secours, Lisa et Jade, et que je remercie au passage vraiment beaucoup. Et j'aimerais savoir donc si vous pouvez me communiquer des questions via le chat du webinaire, parce que là, je ne les vois pas. Chat, je suis sur le chat. Alors, je vois pas. Ok, alors, j'ai une question qui arrive. Jusqu'à quel âge on propose cette approche? Excellente question. Merci, Jade. Donc, c'est en fait une approche qui est plutôt réservée à des enfants qui ont entre 3 ans, c'est-à-dire l'accès à la parole au jeu surtout imaginaire, et 12 ans à peu près, parce qu'à peu près vers 11-12 ans, les enfants commencent à être un peu plus dans le verbal. Mais il y a des adolescents, parfois de 12-13 ans, qui peuvent accéder, ou même plus d'ailleurs, à la thérapie par le jeu non directive. Ok, merci Amélie, bonjour, merci pour ce petit message. Ok, alors en tant
en tant qu'éducatrice jeune enfant, puis-je me former? On propose aussi, IFRE propose des journées en visio sur le jeu non directif. Donc, c'est pas la même formation que pour les psys, mais c'est une formation qui permet quand même d'être outillé, de comprendre la posture de la non-directivité et de pouvoir vraiment la travailler concrètement. On travaille dans des petites salles, donc il y a un peu de théorie et beaucoup d'expérientiel. Ça dure une journée. Et je ne sais plus très bien, il faut aller sur le site d'IFRE, mais je crois que la prochaine est au mois d'avril. Alors, les questions sont sur Zoom, oui, mais alors justement... Alors, ça y est, je vois des questions. Alors, jusqu'à quel âge? Ok, ça j'ai répondu. Et la deuxième aussi. Donc, si ça se trouve, il n'y a pas... Peut-être que vous n'avez pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être? Y a-t-il des possibilités avec des adultes? Alors, moi, avec les adultes, je ne travaille pas avec ces approches, mais je sais qu'il y a des personnes qui travaillent avec le sable en particulier. Donc, en tant que thérapeute par le jeu non directif, on a plusieurs types de jeux. Et souvent, on a presque, enfin, c'est presque une obligation tellement c'est riche en possibilités pour l'enfant. On a un bac à sable avec du sable sec et voire un bac et un autre avec du sable mouillé. Et il y a une thérapie qui s'appelle, je crois, la thérapie du sable, je crois que c'est Sand Play, qui se réalise avec des enfants, mais aussi avec des adultes qui peuvent utiliser le sable pour s'exprimer et aussi se réparer. J'espère avoir répondu aux questions. Je regarde s'il y a une dernière question sur le chat. Mais je vois pas. Est-ce qu'il y en avait d'autres que je n'ai pas vues? J'ai vu que j'étais déconnectée. L'atelier en ligne, il aura lieu le 17 avril pour la personne qui était intéressée tout à l'heure. Merci à vous, merci Jade, merci Lisa de m'avoir assistée pour les questions, pour la logistique. Et c'était un plaisir pour moi d'avoir inauguré ce premier webinaire de la série. Et si vous êtes encore là, eh bien, je vous conseille vivement d'aller écouter le mardi 3, de vous inscrire le mardi 3 mars, donc exactement dans un mois, au prochain webinaire live qui sera animé par Marie Puja sur le thème des couples cette fois, c'est-à-dire en séance pour les thérapeutes, comment éviter que les couples se disputent comme à la maison. Voilà, c'est tout un programme et ça va être passionnant. Marie Puja est quelqu'un de passionnant, de très clair et en même temps qui fait des liens incroyables. Donc, je vous conseille vraiment déjà, si vous êtes là, de vous inscrire à ce prochain webinaire. Et il y en aura un ensuite chaque mois.